Oui, bonsoir à tous. Écoutez, l'ami de la synthèse, comme d'habitude, il vous demande de la bienveillance et de l'indulgence. Synthèse voilà. En 2 mots, bien sûr. Bon. Il ne faut jamais se lancer dans une joute verbale avec Gérard. On risque d'y perdre quelques plumes. Donc on y va. Tout est dans tout et réciproquement. Ça commence fort. C'est le moins qu'on puisse dire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les interlocuteurs du jour rebattent drôlement les cartes. On parle de lier, délier, relier, et on se retrouve sur des questions de morale, de savoir, de certitude, de vérité, d'interprétation, de spontanéité, de confiance en soi, de libéralisme, de perversion, de transmission, de religion, d'idéologie, d'individuel, de groupal, d'anthropologie, de soins, de liberté, de résilience, bien sûr, d'empathie, bien sûr aussi, d'ontologie, de construction, de complexité, complexité du temps, complexité de l'histoire, complexité du sujet. Ouf. À bien y réfléchir, tout ce qui est dit, on parle de tout ce qui est dit au-delà de l'homme et qui définit l'humain. On ne peut rester dans la définition réduite du soin ou de la maladie. Toutes ces notions n'existent que dans du contextuel, du relatif, du culturel, du multiple. En fait, le mot-clé de cette journée est bien sûr l'altérité, une fois de plus. Altérité comme ce qui permet de faire du lien et de l'interroger, ce qui permet la rencontre, ce qui permet de vivre, comme le remarque Boris Cyrulnik. Une nécessité biologique. L'animal qui n'accède pas à l'altérité meurt. Il meurt d'affection biologique. L'altérité a un effet protecteur biologique. Le macaque en carence affectif meurt de pneumonie. En deçà de l'humain, il y a l'animal. Et chez l'animal, il y a déjà le besoin vital de l'autre. Sait-on pourquoi certaines personnes sont résilientes? Y a-t-il une personnalité résiliente, comme le demande Sandra Cabral-Baron, ou comme les observations d'Amy Werner, qui a introduit cette notion, ne permettaient pas d'y répondre? Est-ce l'environnement, le politique, le socius qui permet la résilience, la place du lien, de l'altérité? On peut, dans les exposés de tous les intervenants, on peut observer qu'ils reprennent la notion d'altérité. Au fond, c'est une évidence. Dès l'instant que l'on parle de lier, délier, relier, on parle de différence et donc de rencontre. On parle aussi de temporalité, comme le souligne Martine Lanny-Bale. Attention, la rencontre n'est pas chose simple et elle n'apporte pas que le bonheur, mais elle est vitale. Vivre sans l'autre, c'est la mort. Avec l'autre, c'est l'enfer. Raccourci saisissant pour rendre compte de l'altérité par Boris Cyrulnik. L'altérité, ce n'est pas simplement la rencontre de l'autre, c'est aussi la rencontre de soi. Adalberto Barreto dit-il autre chose quand il met en place les thérapies communautaires intégratives dans les favelas brésiliennes. Ici, on parle de quelque chose de contextuel. Il faut parler de souffrance dans le cadre où elle apparaît, valider le contexte. Peut-être le rendre sécure, comme le montre Gérard Osterman, et comme l'a sûrement pensé Cyrulnik, même s'il ne l'a pas dit. Mais pardonnez-moi cette tentative, n'est-ce pas ça l'empathie? Écouter la souffrance de l'autre comme un mode d'adaptation. Rencontre de l'autre comme un autre soi-même qui a sa propre expérience qui ressemble à la mienne. Un alter ego. L'expérience de l'autre est sûrement différente de la mienne, mais sa simple altérité fait naître une parole sur la mienne. L'expérience de l'autre va permettre une avance de la parole à propos de mon vécu et des mots tendus comme un passage du ressenti, de l'éprouvé, de l'émotionnel aux pensées, à l'élaborer. Permettre aux individus de se relier en leur permettant d'exprimer leur ressenti en jeu. Cela active des processus d'identification. C'est aussi vrai, comme le montrera par exemple Martine Lanny-Bale, pour la personne vis-à-vis d'elle-même et de son histoire. À chacun d'identifier, de mettre en mots les traces, de restituer au sujet un regard sur ces traces, mettre en récit son histoire, dont la trace ne mettait en évidence que l'absence. Parler en jeu permet de parler authentiquement et de parler de soi. Parler de nos inquiétudes permet de se reconnaître en l'autre, dans sa vulnérabilité, mais aussi dans son potentiel, précise Barreto. Changer de paradigme, aller au-delà de l'individu, au-delà de son présent aussi. Sortir de la dépendance pour aller vers l'autonomie, en se fondant sur ses compétences acquises, ou en découvrir de nouvelles, notamment des compétences créatrices ou artistiques, comme le montre Sandra Cabral-Baron. Rompre avec la circularité des automatismes et de l'habitude,
et de l'abandonnisme, souligne Gérard, en prenant l'exemple des personnes dépendantes des produits, comme si elles n'étaient plus sujets d'elles-mêmes, mais abandonnées à leur répétition. Ce passage vers l'autonomie ne se fait pas par le savoir, ni par la vérité, ni par la morale, mais par le partager, le presque comme, par la différence d'avec l'expérience, pourtant comparable d'un autre. Et après la confusion du différent, la découverte de la différence, l'altérité à soi-même, le passage du biologique, de l'émotionnel, du reptilien aux pensées et à la réflexion. Pour y parvenir, la surprise, la nouveauté, l'ouverture, le non convenu, la déconstruction, le refus du savoir qui ferme, de l'interprétation qui arrête la recherche de sens. L'empathie, c'est la richesse, c'est le vivre ensemble. Et cela fabrique de la culture. La certitude, la morale mène à l'engourdissement de la pensée, disent en chœur Barreto, Kipman et Cyrulnik. Le corollaire, ne pas juger, ne pas débattre, ne pas enseigner. La certitude est la mort de la pensée. La seule certitude avec la résilience, c'est la surprise, souligne Cyrulnik. Attention, la surprise a ses propres quêtes impossibles, comme la morbide compulsion de répétition de la personne souffrant d'addiction en quête permanente de la première surprise, par définition irreproductible. Il s'agit de permettre à chacun, par le biais du groupe, de découvrir ses propres richesses, réinvestir le sujet de lui-même, de son expérience, recréer un espace de vie, comme le dit Gérard Osterman, ainsi restituer un espace sécure, s'éloigner de son émotion pour l'identifier et au final pouvoir l'accepter pour pouvoir la vivre. Professer le désir même, dit Gérard Osterman. N'est-ce pas cela que défend Sandra Cabral-Baron par l'intermédiaire de la création, processus de résilience face au traumatisme? Au fait, Sandra Cabral-Baron, vous nous avez montré dans votre film la création musicale comme une base sécure. Mais la base de la base, n'était-elle pas la nourriture et le sandwich donné le samedi matin? Pour valider son propre vécu comme richesse, n'avoir que sa vérité pour toute richesse, comme disait Barbara. La résilience grâce au groupe. Mais la résilience n'est pas une capacité d'adaptation au sens de soumission, mais de rébellion, note Cyrulnik. Barreto n'aurait pas dit différemment. Formidable projet, investissement de l'autre et de soi-même, qui n'est au final pas sans évoquer les réflexions de Rogers et surtout de Max Pagès pour la non-directivité et le groupal, et même celle de Reich pour le fondamental du ressenti, ou avec pour objectif suprême la paix intérieure par l'acceptation de soi et la découverte de ses richesses grâce à l'expérience de l'altérité. Le groupe centre de la résilience, mais le groupe qui n'impose pas un savoir académique, moral ou religieux, savoir qui aliène. Le groupe qui est multiple, polymorphe, qui se fonde sur un savoir intégré, celui de l'altérité et de la complémentarité des connaissances, comme le souligne ensemble Simon Daniel Kidman, comme le souligne Simon Daniel Kidman, Simon Daniel Kidman qui le soulignait, donc ils étaient ensemble. Simon Daniel Kidman, tenant de l'observatoire pour une médecine de la personne. Il ne s'agit pas d'une vérité contre une autre, mais une quête intégrative pour aussi bien restituer la singularité de la personne que celle du soignant. Remettre en activité le lien, l'interactivité, se servir des expériences multiples sans les épouser en les intégrant. C'est le projet constant de Boris Cyrulnik, ouvrir le savoir, permettre la rencontre, à commencer par celle des scientifiques entre eux, comme une métaphore de la rencontre entre les êtres. Le lien, toujours. Ce n'est plus l'univers fini de Leibniz. Le savoir n'est jamais terminé. Il se construit en permanence, y compris le savoir sur soi-même. Gérard Osterman ne dit rien d'autre en citant Ricoeur et en évoquant le tissage des trois paysages, celui de la relation, celui de l'action, celui de l'intention. Un autre nœud borroméen. On trouve ici la notion d'empathie développée par Cyrulnik où la parole est intuitive et chargée plus d'affect et d'émotion que de signifiant. Pour qu'il y ait empathie, il faut qu'il y ait sécurité, ou plutôt lien sécure. Celui-ci se construit avant l'acquisition de la parole, mais dans une architecture où la prosodie précède la parole. Comme l'apathie réciproque qui dit Cyrulnik à son petit-fils, dans un moment sans parole et sans équivoque. L'empathie n'est possible que dans un lien sécure qui permet d'accéder à l'altérité.
Et puis l'empathie est un facteur de construction du sujet. Comme pourrait le défendre Kidman, Cyrulnik, Cyrulnik montre comment il y a un lien intense, un commun entre le biologique et l'être. L'anatomie du cerveau est modifiée par l'action du sujet. Les médicaments ne peuvent agir en eux seuls. Ils n'agissent qu'avec la relation. La nécessité d'une approche intégrée encore. Sans cesse, toute la journée, cette recherche de complétude. La singularité. Il n'y a pas d'être sans relation. L'homme se construit dans la biologie, mais n'existe pas sans la relation. Désigner l'émotion revient à sortir de soi-même, être autre à soi-même pour être libre. L'investissement de l'ici et maintenant des trois paysages, comme le disent aussi bien Myriam Cassen que Gérard Osterman, comme matérialisation de l'altérité et comme réunification du sujet confronté à sa dissociation entre être aliéné et sa compulsion, entre être aliéné à sa compulsion et être sujet de lui-même. Pour le thérapeute, restituer la personne dans sa position de sujet de lui-même en abandonnant son pouvoir de thérapeute. Le thérapeute ne sait pas à la place du patient, comme le souligne Myriam Cassen, mais il doit pourtant être une base de sécurité, même si le doute doit être accepté, que son travail est bien de déconstruire, comme le rappelle Gérard Osterman. Permettre au sujet de rompre la circularité du symptôme, restituer une temporalité, laisser place à la nouveauté, faire du lien avec son histoire. Martine Lanibail nous parle de la trace, sacrée proposition, tant tout semble aller dans tous les sens, sans trace identifiable. Tout est dans tout et réciproquement, ai-je dit en introduction. Martine Lanibail reprend l'exemple de la chanson de Gilberto Gil, chantée par Moustaki, évoquée par Gérard Osterman, rendant à Gilberto ce qui est à Gilberto, le chemin qui chemine avec des racines. Une autre forme d'altérité dans ce vers en oxymore. D'autres, comme François Béranger, l'ont aussi chanté. On ne peut partir, métaphore d'être autonome, que si on est de quelque part. Le lien sécure toujours. Comment lier et relier les temporalités. Restituer l'histoire à partir de la trace comme une quête de sécurité, de rassurance. La vie ne possède pas de marche arrière, dit Martine Lanibail. La tête un peu, mais pas la vie. Il reste des traces. Les traces signifient une absence. Les êtres sont reliés entre eux, mais aussi dans le temps. Le temps n'existe pas en soi. Comment l'inventer? Mais dans la recherche du passé et la lecture de la trace, permettre de réaliser le rêve infini de nous émanciper et se libérer du présent. Travail sur le temps comme un travail au-delà de la réalité concrète du présent, les émotions aussi liées aux traces, celles qui dérangent. Là encore, le travail de l'émotionnel à la parole, par la restitution de l'histoire et la mise en place de repères, que les traces puissent restituer ce de quoi elles sont la marque. La parole toujours, mais la pensée. Comment ne pas faire le lien, tiens, avec la rêverie telle que l'évoque Cyrulnik comme facteur de résilience. La pensée, le rêve qui permet de s'extraire de la réalité, même s'il s'agit d'une pensée de souffrance. Ainsi, Cyrulnik propose aux enfants soldats des récits à compléter. Un germe de résilience dans la proposition de continuité. Tout proche du travail de Martine Lanibail, mais attention, dit-elle, à ne pas sacraliser non plus le récit. Le récit peut émanciper, mais il peut être normatif. L'expression peut se faire sous d'autres formes. Finalement, le doute doit garder sa place. Pas de certitude. La pensée doit être un doute, insiste Kipman. Elle ne doit être ni définitive, ni figée. Martine Lanibail rend compte de la complexité de la trace. La complexité, décidément. Le côté visible et invisible des choses, comme le dit Barreto. Métaphore de l'intemporalité. Tiens au fait, l'intemporalité est l'absence de lieu dans la pensée et de l'inconscient. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Journée riche à certains moments, proche du foisonnement des années 50-60, tout y est. Le doute, la déconstruction, le parti de l'émotion pour accéder à l'être et à la pensée, et puis la contre-culture, le travail groupal. Travailler à partir d'une approche intégrée, centrée sur la singularité du sujet, et la richesse de la relation en relation avec l'autre. Finalement, tenter de rendre compte de la complétude du sujet dans une approche, elle aussi, en quête de complétude. En tout cas, parler du sujet dans son histoire et dans son monde, permettre de faire émerger la singularité du sujet dans son environnement et grâce à celui-ci, et grâce au lien, ce qui constitue l'humain. Les 4 bâtons singuliers, solides et unis.